Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des avocats interrogés par Métropole qualifient d'illégal le nouveau conseil électoral provisoire pour n'avoir pas prêté serment avant son installation. De nombreux citoyens de la capitale interrogés par Métropole n'ont pas caché leur début de satisfaction suite à la baisse du dollar constatée sur le marché de change. Ils espèrent que les prix des produits de première nécessité vont chuter dans les prochains jours. Désormais, il est possible d'atteindre La Boule à partir de Mariani sans passer par le centre-ville de Port-au-Prince. Lancement ce mercredi du Fonds de soutien aux coopératives d'épargne et de crédit, CEC, par la Banque de la République d'Haïti. Ce fonds de soutien va permettre non seulement aux microfinances de résoudre des problèmes majeurs, mais aussi d'avoir des prêts à des taux préférentiels si ces institutions veulent diversifier leurs activités, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, en marge de la cérémonie. D'un autre côté, M. Dubois dit espérer la modernisation des caisses populaires afin de supprimer la barrière existant entre elles et les banques en matière de prestation de services. Suivez les explications du gouverneur Jean Baden-Dubois. Il faut me dire que le secteur microfinance coopérative, il prend une importance extraordinaire dans notre pays et dans le milieu financier haïtien. Je dis à nous compter plus que 1 164 853 personnes qui sont sociétaires dans la coopérative. L'avantage qu'on gagne dans la coopérative, c'est que toutes sociétaires, nous avons considéré c'est des actionnaires. Et plus la coopérative est profitable, c'est plus chaque actionnaire a profité. Ça, c'est le parfait exemple de ça, nous avons appelé inclusion économique et inclusion sociale. La coopérative qui est en Haïti, monté à 17,7 milliards de gouttes. Mais ça qui est plus intéressant là-dedans, c'est que 17,7 milliards de gouttes, là, à l'inverse du système bancaire, côté que majorité actifs, essentiellement dans la capitale là, ou dans l'ouest, 17,7 milliards de gouttes, ça, puis gros montant, ce n'est pas dans l'ouest que l'est. Et c'est justement dans ce contexte que le fonds de soutien aux coopératives a été mis au point, d'une part, pour aider les coopératives d'épargne et de crédit à renforcer leurs opérations et traverser le cycle économique difficile, et d'autre part, pour leur fournir un coussin de protection pour leurs opérations futures. Le fonds entrera en opération dans quelques semaines. Les caisses en difficulté trouveront des ressources fraîches à taux raisonnables pour résoudre leurs problèmes temporaires. D'autres pourront solliciter du fonds ce qu'il faut pour soutenir leur plan d'expansion et financer des projets porteurs, ce en insistant sur la bonne gouvernance et la viabilité financière. L'objectif et la portée de ce fonds créé par la loi du 26 juin 2002 entendent envoyer un signal très fort aux agents économiques en général et aux sociétaires actuels et futurs en particulier, dans une perspective d'activité inclusive, innovante, futuriste et rentable. Ce fonds est appelé à rassurer les acteurs, à maintenir la confiance des sociétaires, à susciter la cohésion dans cette branche d'activité et à raffermir les activités enclenchées par les coopératives d'épargne et de crédit. J'invite urgemment les dirigeants des caisses et de fédérations à adhérer au fonds de soutien en jouant leur partition et en faisant montre de leur implication de nature à donner une nouvelle vigueur au secteur.
C'est une bonne chose, la baisse du dollar sur le marché d'échange, de l'avis de nombreux citoyens de la capitale qui n'ont pas caché leur début de satisfaction. 40 gourdes pour $1, c'est le souhait des interrogés qui dénoncent en même temps que les prix des produits de première nécessité n'ont pas encore diminué sur le marché formel ou informel. L'État doit saisir cette opportunité en vue de mieux réguler le secteur, notamment la fixation des prix des produits, indiquent les interrogés. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. 225 gourdes à 75 gourdes en seulement 2 semaines, la chute du dollar est aussi historique qu'étrange de l'avis de plusieurs économistes. La demande de billets verts ne cesse de s'effriter, mais la valeur de la devise américaine reste un sujet d'intérêt général pour les citoyens de la capitale. L'homme a travaillé, par exemple, on va toucher un minimum good. Ça veut dire les dollars où tu as besoin de près de 125 millions de dollars, c'était vraiment exorbitant. En pile moun et moyens économiques yo pas permettre yo pas ka manger, c'est que autant que moi comme la descendre moi c'est un pi bon bagage qui capable gagner. On comprend ça me dit là et m'ta même toujours à continuer descendre. Toutefois, cette baisse est loin d'être satisfaisante pour tous. Le dollar chute et continuera de chuter jusqu'à atteindre la barre des 40 gourdes du moins. C'est le souhait de nombreux interrogés. Lorsqu'on cob dans main, parfois quand on $100 américain $50, l'on changer. Par exemple, que l'on achète un petit sac d'iri là-dedans, on achète un petit gallon d'huile, il finit. On va pas acheter un petit sac d'iri pour $250. C'est qui va apporter rien. Pour la vie et cher de la vie, moi je pense que dollar, nous comprenons qu'il commence à diminuer, mais diminution n'a besoin en tant que citoyen, en tant que consommateur final. Moi je pense que un dollar, l'État doit au moins 40 gouttes, l'État doit 40 gouttes et plus ou moins. En ce qui concerne cette baisse, les témoignages sont unanimes. Un autre aspect sur lequel les citoyens s'entendent, c'est le prix des produits de première nécessité. Il y a des gens qui sont toujours pleins, ils disent qu'ils ont toujours acheté cher. Et si jamais le dollar descend dans le point de vue là, moi je pense que de façon n'a pas acheté dans la rue, moi je pense que nous devons sentir le dollar descendre par rapport à monde qui a acheté dans la rue. Malgré que blanc font baisse, mais il y a des côtés moun yo toujours qu'un bagaille même gens. Vous comprenez? Là, les vins ont un handicap. Le plus souvent, on va regarder pour eux, même les comme la font descendre, actuellement, on va toujours capable de jouer des gens qui va manger toujours. Parce que comme la descend et la vie est toujours chère. Le dollar diminue, la gourde se renforce, mais dans le commerce, que ce soit formel ou informel, les choses ne changent pas. Des interrogés s'en plaignent et dénoncent le fait qu'après 3 semaines environ, les prix tardent encore à baisser. Pendant que la baissé, produit au style du jour était à même prix, pas jamais rien qui change vraiment. Là où recevoir un transfert $100, où je n'ai à peu près $1,500. Produit au style du jour était même là. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut pas faire rien encore. Il faut descendre prix produit de nécessité. Parce que si comme la descend, mes amis, ou à carton, mais pas acheter gloss huile là, 25 gouttes encore. On conseille des bagages, on ne peut pas acheter le cher. Si quelques-uns se contentent de déplorer, d'autres sont plus tranchants dans leur position et demandent aux autorités étatiques de saisir cette opportunité en vue de mieux réguler le marché. Je souhaite pour pendant de la baisser, je baisser davantage toujours, mais pendant la baisser, il faut tout produit descendre net tout. Ça moun yo te gen nan me yo, et pour essayer de vendre plutôt pour l'État lui-même, taxer prix. Quoi ça l'État pas faire? Pour le taxer prix, dit désormais tu m'as mis dire un tel cop désormais tant. Par ailleurs, la disponibilité du dollar dans plusieurs maisons de transfert de la place continue d'être aléatoire. Certaines maisons remettent les transferts en dollars sans discuter, d'autres rechignent. Dernièrement, qui a fait un transfert pour en forte somme comme la lèvre jeune tout dollar normalement. Quand il y a banque qui paie 20 dollars et il peut acheter dollars à l'amont, il préfère boli pour non ça peut pas faire déficit. Oui, ça arrive aux amis qui donc les canne banque, les canne dollars. Là le comme sous canne on va appeler bal dollar. Je tiens à ce que pour qu'on gagne dollar pendant que lui même ça va l'acheter c'est $1 pour l'acheter. Quand on est arrivé faire oui mais au balil quand même. Les avis sont partagés en ce qui concerne la baisse du dollar, occasionnant en même temps l'appréciation de la gourde. Toutefois, les prix des produits de première nécessité demeurent jusqu'ici une source de grande préoccupation pour de nombreux citoyens de la capitale. La descente du dollar est une bonne chose, ont-ils souligné, mais elle est aussi inquiétante. À combien de gourdes dans le dollar sera-t-il stable réellement? À quoi s'attendre dans les prochains jours?
Deux questions importantes soulevées par les interrogés. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, se prépare à prendre la main dans le cadre de l'implémentation du système de gestion informatisée des cas juridiques, JCAJ. 6 ans après son lancement, ce programme, dont l'objectif est de garantir une gestion transparente et efficace des dossiers pénaux grâce à la technologie, bénéficie de l'appui du projet Justice Sector Strengthening Program de l'USAID. À ce jour, la JCAF est implémentée dans 11 sur les 18 juridictions du pays et pas moins de 14 000 dossiers sont déjà numérisés. Suivez les explications de Maître Massillon-Noël Pierre-Louis, représentant des tribunaux de première instance au CSPJ. Toute bonne administration de la justice doit miser non seulement sur les ressources humaines qualifiées, mais aussi sur les nouvelles technologies qui doivent jouer un rôle fondamental dans sa transformation rationnelle pour que le service public de la justice soit accessible à tous les justiciables, non seulement aux riches, mais aussi aux pauvres marginalisés de la société. En ma qualité de conseiller délégué au Comité national du JCAJ, je remercie au nom du Conseil l'USAID via le projet JSSP pour son support inconditionnel qui tend non seulement dans le sens du renforcement des capacités institutionnelles du pouvoir judiciaire, mais aussi par la mise en œuvre du JCAJ qui constitue à mon sens une révolution dans la dynamisation et la modernisation du pouvoir judiciaire haïtien. Son appropriation est plus que jamais une nécessité si l'on veut arriver à une véritable transformation réelle de ce système, car il peut aider à résoudre le problème de la détention préventive prolongée pour lequel beaucoup de fonds ont été investis sans résultat depuis des décennies. Si nous voulons arriver à une véritable transformation de ce système en s'attaquant de manière réelle et structurelle, le problème, je dirais, de la détention préventive prolongée qui fait la une, il est nécessaire et même urgent de faire du JCAJ la plaque tournante, car il est, je dirais, le carrefour, il est le carrefour décisif, il est en quelque sorte l'instrument, le véritable instrument qui peut en quelque sorte aider ce système à connaître des jours plus prospères. De manière concrète, le CSPJ, après avoir fait l'appropriation du JCAJ, a déjà travaillé pour son implémentation à travers les différents tribunaux de première instance de la République. Actuellement, 11 tribunaux de première instance sont déjà touchés, sont déjà branchés en réseau par les JCAJ et il reste 7 autres juridictions pour pouvoir en quelque sorte toucher l'ensemble des 18 juridictions de la République. Et c'est pourquoi, à quelques mois de la fin du projet JSSP, qui prendra fin bien sûr au mois de février prochain, le Conseil, en quelque sorte, voudrait non seulement dire à tout le monde qu'il s'engage de manière solennelle à poursuivre en quelque sorte les objectifs, mais par acte concret, il a déjà dans son budget inscrit le JCAJ comme l'un des piliers de son budget. Le chef de l'État, M. Jovenel Moïse, souhaite que des résultats partiels des prochaines élections soient disponibles quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Le président Moïse a estimé que le Conseil électoral provisoire peut, à l'instar des autres pays,
communiquer les tendances du vote quelques heures après les joutes. Il juge que cette communication permettra d'éviter des contestations de certaines formations politiques. M. Moïse critique notamment les mauvais perdants. Il affiche ainsi, sans l'expliciter, sa préférence pour le vote électronique. Le système de vote électronique qui permet un décompte rapide des votes a été rejeté par les dirigeants politiques lors des précédents scrutins. Par ailleurs, le président Moïse appelle les conseillers électoraux à permettre à un grand nombre d'organisations internationales d'observer le déroulement des opérations électorales. Notre invité de ce soir sur le plateau de Métro News est Maître Patrick Laurent, conseiller juridique de Métropole, qui vient nous éclairer un peu sur l'aspect juridique de ce qui fait la une depuis 2 jours, à savoir la nomination par le président de la République d'un nouveau conseil électoral provisoire. Bonsoir Maître Laurent et bienvenue. Bonsoir Claire et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News. C'est un plaisir de répondre à cette invitation et c'est pour la première fois, c'est historique d'être au plateau en direct. Métro News. Donc c'est un plaisir. Maître Laurent, la décision du président Jovenel Moïse de nommer un nouveau conseil électoral provisoire et surtout la manière dont il s'y est pris pour cette nomination, a provoqué une levée de boucliers quasi généralisée. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que le président de la République avait le droit de nommer le CEP comme il l'a fait? Alors, si on se réfère à la Constitution, il n'y a qu'un seul CEP provisoire, c'était déjà en 1987-1981. Le tout premier. Le tout premier. Oui. Et après, on aurait dû avoir des CEP permanents. Oui. Mais maintenant, pour former le CEP permanent, avec l'amendement de la Constitution, il faut 9 membres nommés comme suit. 3 de l'exécutif, 3 du judiciaire et 3 de législatif. Exact. Il se trouve que nous sommes dans une situation maintenant de fait que le Parlement est inopérant. Donc il n'y a pas moyen pour que le Parlement puisse choisir ses 3 membres. Aucun député et seulement 10 sénateurs. 10 sénateurs. Ouais. Du coup, il est difficile de monter un CEP permanent. À ce moment-là, sur le plan constitutionnel, on dirait qu'on est en situation exceptionnelle. Et en cette situation exceptionnelle, comment on a l'habitude de s'en sortir? Voilà. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Quand il n'y a pas de Parlement, quand on ne peut pas monter un CEP permanent, eh bien, exceptionnellement, dans une situation exceptionnelle, eh bien, il y avait toujours un accord politique entre le pouvoir qui est en place, l'exécutif, et les acteurs politiques. L'opposition, la société civile, pour etc. trouver un moyen, et en s'inspirant de l'article transitoire de la Constitution de 87 qui avait prévu le premier CEP provisoire. Exact. Donc, à ce moment-là, à cette situation exceptionnelle, on aurait dû avoir un accord politique, puisque ce sont les précédents, pour que on arrive à désigner, à monter un CEP et qu'à ce moment-là, une fois que les secteurs choisis et désignés envoient ses représentants et l'exécutif constate que ces représentants sont là et par un acte administratif, si on veut dire ainsi, un arrêté et nomme le CEP provisoire. Parce qu'il n'y avait pas de provision constitutionnelle. Et à ce moment-là, on est en situation exceptionnelle, comme il faut qu'il y ait des élections. Pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un CEP. Donc à ce moment-là, on va choisir la voie de la négociation et qu'il faut qu'il y ait un compromis politique pour choisir le CEP. Beaucoup de gens disent que ce CEP, surtout la manière dont ça s'est passé, est illégal. En ce sens que beaucoup de gens disent que comme ils n'ont pas pu prêter serment devant la Cour de cassation, de ce fait, ils sont frappés d'illégalité et que donc toutes les décisions qu'ils pourront prendre seront elles aussi illégales. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
La chose serait, avant de rentrer en fonction, le CEP, les membres du conseil électoral, doivent prêter serment préalable par devant la Cour de cassation. Ça, c'est pour le conseil électoral permanent. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit avant. De la Constitution. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une thèse qui dirait, comme s'il s'agissait de CEP provisoire, le CEP provisoire n'aurait pas dû prêter serment. À ce sujet, on va dire deux choses. La Cour de cassation, ou bien toute juridiction, n'a pas de saisine d'office. Ça veut dire que c'est la Cour de cassation n'a pas entendu à la radio Métropole ou à Métro News que le gouvernement a pris par arrêté à nommer X ou Y. Et puis là, ça dit, venez me trouver pour prêter serment. Non. D'accord. La Cour a été régulièrement saisie par le gouvernement, par le biais du ministre de la Justice. Donc le ministre de la Justice a écrit à la Cour de cassation en leur disant « Veuillez recevoir la prestation de serment des nouveaux membres du CEP ». Nommé par l'arrêté présidentiel. Donc ce qui veut dire qu'il y a, sur le plan technique, il y a la saisine de la Cour, qui a été faite par le ministre de la Justice, disons par le gouvernement via le ministre de la Justice. Il faut bien comprendre, dans un état de droit, dans un gouvernement compétent, le premier conseiller juridique du gouvernement, théoriquement, c'est le ministre de la Justice. Donc, on n'a pas besoin de nous dire après qu'un conseiller, etc., vous dire non, on n'a pas besoin de prêter serment. Si on le dit ça comme ça, c'est comme si on était en train de désavouer le ministre de la Justice, on dit qu'il était incompétent. La première chose. Et pas comme ça le tape fait. Oui. Oui. Donc, la première chose. Donc, la deuxième chose, comme nous parlons de situations exceptionnelles, le précédent, depuis la Constitution, le premier CEP provisoire, jusqu'au dernier CEP dirigé par Léopold Boulanger, et qui avait comme vice-président un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, M. Carlos Hercule, tous ces conseillers ont prêté serment. Donc tous les précédents vont dans le sens de l'obligation de prêter serment. Maintenant, troisième chose. Troisième point, oui, très important. Les gens pensent que les conseillers, ce sont seulement des conseillers, ils sont aussi des juges électoraux. En tant que tels, ils ont une parcelle, si on dit, de souveraineté. Ils vont décider des conflits électoraux au nom de la République, donc au nom de l'État. Donc à ce moment-là, tous ces juges-là, toutes les autorités qui ont certaines parcelles de souveraineté ont toujours prêté serment. Le président de la République prête serment. Les juges prêtent serment et les membres du corps législatif prêtent serment. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui va vous rendre indépendant. Je prête serment sur la Constitution pour faire mon travail en toute indépendance. Si vous imaginez que c'est le président qui vous nomme et à partir du moment où vous êtes nommé, vous rentrez en fonction et que vous allez décider au nom de la République, le président ne peut pas vous donner ce cachet-là pour décider au nom de la République. Il faut prêter, vous allez prêter serment sur la Constitution pour décider parce que vous allez pouvoir décider au nom de la République. Et en plus, si on dit que les membres du Conseil électoral provisoire n'ont pas prêté serment, le dernier décret en date, c'est le décret de 2015, les BEC, bureau électoral communal, les BEC, bureau électoral départemental. Tous ces gens-là vont devoir prêter serment. Si... Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui a un bureau électoral communal, quelqu'un qui a un bureau électoral départemental, les 9 membres vont devoir prêter serment. Et les 9 mousquetaires là-haut, ils n'ont pas prêté serment. Non, on ne peut pas faire ça. En d'autres termes, maître Laurent, vous êtes en train de donner raison à ceux qui disent que ce conseil électoral permanent est illégal, que ce conseil électoral provisoire. Bon, alors, la chose serait... Le conseil électoral provisoire, si on serait attaché à la Constitution, serait entaché de constitutionnalité. Parce qu'au fait, il n'y a pas de provision légale dans le moment où nous parlons dans la Constitution pour avoir un conseil électoral provisoire. Mais nous disons que nous sommes dans une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, on applique et les précédents
et on a un conseil électoral provisoire. Parce qu'à ce moment-là, si on voudrait rester attaché à la constitution du conseil électoral permanent, les 10 sénateurs qui se trouvent maintenant au Parlement ne peuvent pas ou bien ne pourront pas choisir les 3 membres du législatif, puisque la Constitution dit comment il faut le faire. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail des institutions et autres qui sont représentés ou d'autres qui ont été écartés. Bon, on va laisser ça de côté. Mais j'aimerais aborder un point avec vous. Parmi les missions que le président Jovenel Moïse a donné à ce conseil électoral provisoire, il y a, et je vais citer, organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Ça, fermez la parenthèse. J'ai cité, organiser un référendum. Or, autant que je me souvienne, et vous l'avez souvent répété d'ailleurs, et par définition en Haïti, un référendum est anticonstitutionnel. Oui, alors comment comprendre ça? Est-ce que c'est vraiment dans les attributions de CEP d'organiser un référendum constitutionnel? Les attributions du CEP, que ce soit provisoire ou permanent, se trouvent circonscrites dans la Constitution. Voilà. La Constitution, comme attribution du CEP, c'est d'organiser les élections et d'être à tous les niveaux et d'être le contentieux électoral. Donc ça veut dire s'il y a un problème, s'il y a un conflit, à l'occasion des élections, c'est le CEP qui va trancher, qui va juger. C'est nos juges. Le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc à ce moment-là, c'est les attributions du CEP. Mais donner au CEP l'attribution d'organiser des référendums pour changement de la Constitution, c'est un peu inédit. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un peu inédit, parce qu'au fait, à ce moment-là, le CEP, tel qu'il est conçu, prévu dans la Constitution, n'a pas cette attribution. Non mais alors, essayons quand même d'imaginer ce que ça peut vouloir dire, parce que je ne crois pas que l'exécutif ait décidé de demander au CEP de faire quelque chose auquel il n'aura pas réfléchi. Est-ce que ça peut vouloir dire que le CEP a pour mission aujourd'hui de réunir une constituante avec des experts, des juristes, qui vont travailler à une constitution qui ensuite sera soumise à référendum? Bon, de deux choses l'une. Est-ce que maintenant l'exécutif va instituer une assemblée constituante et maintenant le travail, une fois fini, on va demander au peuple, on va consulter le peuple, donc on va le faire par référendum, on va le faire par le biais du conseil électoral. C'est ça. Qui est en place de ce conseil électoral provisoire. Je crois comprendre que, au fait, on veut nous dire que la Constitution de 1987 est rapportée. Oui. C'est ça. Et nous retournons maintenant à l'an 1. Soit 1804 avant d'avoir la Constitution de 1805, ou bien en 1986 après le départ de Jean-Claude Duvalier. Donc la Constitution de 1983, voilà, c'est fini. Voilà. Parce que, comprends bien, si on voit l'arrêté, séquence, le premier mandat, c'est pas d'organiser les élections, c'est référendum. Absolument. Pour une nouvelle constitution, donc changement de régime, etc. Cela voudrait dire, probablement, de cette constitution, je ne veux pas anticiper, est-ce qu'on va prévoir un CEP? On ne sait pas. Peut-être on peut avoir un collège électoral. Donc, ce qui veut dire, on met la charrue avant les bœufs. Donc, il faudrait qu'on soit, probablement à mon sens, si on veut changer la constitution, ce n'est pas l'affaire du président de la République. C'est extraordinaire. L'acte fondamental de la nation, la loi mère, ne saurait laisser à la discrétion, à l'appréciation d'un pouvoir, à la rigueur d'un homme. Donc ça, c'est très important. Parce que si tu prends l'initiative seule, eh bien, bon, je pourrais me retrouver un moment, en 62 ou 63, un président à vie, qui n'empêche. Évidemment. Donc, à ce moment-là,
s'il faut changer la Constitution, parce qu'il y a des professeurs, des spécialistes qui passent, Oui. qui parlent de plaidoyer pour la réforme constitutionnelle. Oui. En ce sens-là, je vois dans ma tête le professeur Maniga, je vois mon ancien, malheureusement, feu bâtonnier d'Orval. Yeah. Et il y a le constituant Georges Moïse qui a dit que la Constitution mérite une bonne toilette. Oui. Bon, si on s'est entendu comme cela, bien moi, président de la République, eh bien, si ce problème se pose, puisqu'il y a des gens qui pensent, bon, comme il n'y a pas le Parlement, c'est le meilleur moment, mais il faut se réunir autour d'une table avec les forces vives de la nation. Parce qu'on ne peut pas toucher à cela comme ça. Oui. Donc, même si vous avez de bonnes intentions, ok, mais non, question de constitution, tu ne peux pas faire seul. Oui, ça, comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres invités ici, pour qu'il y ait dialogue, encore faut-il être deux. Très bien. Tu ne peux pas dialoguer avec toi-même, ça devient un monologue. Maître Patrick Laurent, merci infiniment, merci d'avoir clarifié beaucoup de choses pour nous aujourd'hui. Le rôle de la Cour de cassation, la saisine de la Cour de cassation, quelle interprétation il faut donner à cela, la légalité de ce CEP, point d'interrogation, et surtout, à quoi faut-il s'attendre demain? Bon. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur toutes ces questions. Bonne fin de soirée. C'est un plaisir, merci. Et j'espère que pour cette nouvelle page de Métro News sur le plateau, voilà, ça a été bien. Magnifique. Parfait, et merci à vous tous. Voilà, c'était donc le conseiller juridique de Métropole, Maître Patrick Laurent, qui jetait un coup de projecteur sur les événements qui font la une depuis 2 ou 3 jours. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.